Usato es un perdedor feo y repugnante que solía ser más débil que tu capacidad de retirarte a tiempo, hasta que un día los señores del cielo Isekai se apiadaron de él y lo convirtieron en el rey del encanto más poderoso de un reino de fantasía con el poder de sanar el mundo y conquistar a cualquier chica que quiera. Pero antes de esto, Usato es un personaje irrelevante y común sin cualidades redentoras, cuya idea de diversión incluye poner a las aves en su lugar y chismear con las paredes. Sin embargo, en el fondo, siempre ha soñado con convertirse en un líder admirado con chicas a sus pies, y aún así no tiene esperanzas de que este tipo de desarrollo suceda. El exacto opuesto de Usato es el cliché del señor y la señorita. Perfectos, el presidente del consejo estudiantil atractivo y completamente moral, Susun, y su tenso compañero, Kazuki. Mientras estos dos caminan con aire de superioridad por los pasillos, todos en la escuela se preguntan si ya han tenido relaciones. Una noche mientras llueve intensamente, el tonto de Usato se da cuenta de que olvidó que no es impermeable y no trajo un paraguas, ya que todos los demás ya se habían ido. Su oportunidad de compartir un paraguas tipo comedia romántica con una chica guapa también se fue al traste, y se sentó como un perdedor durante horas esperando que su hada madrina apareciera. Se le ocurre que debería robar el único paraguas que ve, pero siendo el protagonista demasiado bueno para el mundo, sacrifica su tiempo y energía por un bien mayor. Finalmente, su salvador llega en la forma de Susun, cuya actitud de buscadora de fama le dice que regrese a casa en lugar de resolver su problema. Sin embargo, antes de irse, el otro idiota aparece como un buen tipo y se ofrece a prestarle su paraguas de repuesto. Además, resulta que este rey de los clichés incluso conoce el nombre inútil e insignificante de Usato, y este perdedor no puede evitar que su corazón palpite. Afortunadamente, antes de que esta historia tome el rumbo del amor entre chicos, los tres comienzan a caminar directamente hacia la estación de tren. En el camino, Usato no puede evitar mencionar lo mucho más accesible que parece el arrogante trasero de Kazuki de cerca, ya que solo lo ha visto hablar con las chicas de su clase y nunca con los chicos. Susune interviene y menciona que él está más interesado en los chicos de todos modos. ¿Por qué eres gay? Lo que hace que Usato se pregunte si los rumores sobre ellos aplaudiéndose mutuamente detrás de las puertas de la oficina del consejo son siquiera ciertos. Como una verdadera reina del chisme, el nerd no puede evitar preguntar esto en voz alta. Y ambos lo niegan instantáneamente, diciendo que su trabajo de mierda no les paga lo suficiente para el desarrollo de la trama detrás de escena. Cuando Usato se queda sin todo el material picante, su conversación se vuelve tan aburrida que Susune les pregunta a los chicos si han decidido qué quieren hacer en el futuro. Como Usato no puede decir que quiere aplaudirla en voz alta, este perdedor cobarde dice que aún no tiene idea, lo cual también es cierto para los estudiantes de primer nivel. Esto toma por sorpresa a nuestro protagonista, pero también es tranquilizador que pueda relacionarse con personas tan grandiosas en términos de inutilidad, a pesar de llevar una vida tan inútil en comparación. De repente, tanto Kazuki como Susune empiezan a escuchar unas campanas extrañas, y aunque Usato no puede oírlas, es arrastrado a un círculo de invocación que aparece de la nada bajo sus pies. El tonto de Kazuki cree que están en un set de filmación, pero Usato se pregunta si es una de esas rutas de Isekai que ocurren sin la ayuda de Truck-kun. Susune también se inclina con él y se pregunta si puede encontrarse con algunos monstruos al otro lado, haciéndole preguntarse si ella tiene un fetiche por eso. Algún tiempo después, Usato se despierta en otro mundo y descubre que, aunque a Kazuki todavía le queda algo de cordura, Susune está extrañamente excitada por la situación que tienen delante, que resulta ser un rey que es un papá atractivo. Lo siento, quise decir un repugnante rey cenicienta. El trasero de pollo de Kazuki le pregunta por qué están aquí. Entonces, después de salvar su cabeza de ser cortada, el rey feo explica que los ha convocado a su mundo como héroes para salvar su reino. Mientras Susune sigue emocionándose por esta situación de fantasía y la imagen de buena chica de Usato comienza a desmoronarse, el rey explica que utilizaron un hechizo de invocación para traer su ayuda aquí y luchar contra el ejército de un demonio que está librando una guerra en su reino. Sin embargo, Kazuki dice que no le importa su historia triste y que preferiría mucho más volver a casa. Esto casi amenaza su vida, pero el rey pide a sus hombres que se retiren e incluso se inclina ante su trasero apestoso, suplicando por su ayuda. Él también promete que, aunque su círculo de invocación es unilateral, eventualmente encontrarán una manera de devolverlos a su mundo. Al ser preguntado por Susune sobre cómo pueden saber que son los héroes elegidos, una chica atractiva vestida de monja explica que aquellos que fueron elegidos habrían escuchado una campana sonar, algo que Usato no oyó. Cuando su sueño de convertirse en el protagonista rudo de un mundo de fantasía con un grupo de chicas atractivas se desmorona nuevamente, Usato se da cuenta de que solo es daño colateral. Sin embargo, como de costumbre, nadie le presta atención y todos se concentran en la bola mágica frente a ellos, que supuestamente revela la afinidad mágica de una persona. Mientras la loca de Susune frota la bola, esta brilla con un color dorado brillante, sugiriendo que tiene afinidad con la magia de rayo.
Al escuchar esto, esta otaku de mujer fantasea con convertirse en la próxima Thor, mientras Kazuki echa sal en las heridas de Usato, preguntando si realmente está bien con ser arrastrado a la situación como un sobrante. Usato dice que siempre ha sido completamente inútil, así que no importa si se queda en la Tierra o en este universo alternativo, lo que hace que Kazuki admire su descarada honestidad. Más tarde, cuando es su turno de tocar el balón, Kazuki descubre que tiene afinidad por la magia de luz, una afinidad que es bastante rara y funciona bien contra los demonios. Finalmente, cuando es el turno de Usato, la pelota comienza a brillar de color verde, algo que curiosamente hace que la monja se orine en los pantalones. Esta chica instantáneamente arrastra a Usato a la habitación del rey y explica que tiene una habilidad extraordinariamente rara, algo que deben ocultar inmediatamente antes de que cierto alguien aparezca. Sin embargo, justo en ese momento, esa persona en particular irrumpe en la habitación, haciendo que todas las mandíbulas caigan, y pregunta sobre la magia de invocación. Mientras el rey balbucea ante su encanto supremo y actitud sexy, Rose pregunta por Usato, solo para enterarse de que es un tipo muy ordinario. Cuando empieza a irse tras perder el interés, la tonta pregunta al rey sobre la luz verde en su cristal, que Rose escucha. Mientras ella regresa a Usato, el rey le pide a su monja que lo mantenga alejado de ella, después de lo cual ella lo sella en una bola de líquido pegajoso y lo envía volando. Sin embargo, esta supermujer lo alcanza rápidamente y golpea su fea cara contra el suelo, rompiendo la bola. Cuando finalmente pone sus manos sobre él, se revela que la luz verde era para la magia curativa, una afinidad que está básicamente extinta, la cual Rose misma usa. Con esto, ella lo arrastra de regreso a su guarida y le explica cómo va a vivir con ella a partir de ahora, junto con su grupo de musculosos psicópatas que parecen haber estado en una celda al menos 10 veces. Rose explica que estos tontos no son usuarios de magia curativa y que solo existen otros dos además de ella, por lo cual comenzará a llenarle la cabeza de conocimientos y lo someterá a un entrenamiento agotador desde el día siguiente. Al día siguiente llega increíblemente rápido y el tonto de Usato se da cuenta de que no estaba viviendo el sueño de un fanático del anime anoche. Justo entonces, Kazuki y Suzune aparecen para encontrarse con él en sus disfraces de Walmart de tercer grado, y su compañero de cuarto feo le dice que vaya a encontrarse con ellos, como si fueran mejores amigos desde hace más de 24 horas. Todos ellos intercambian diálogos incómodos sobre lo felices que están de estar vivos juntos, mientras el resto de los compañeros de prisión de Usato acosan a los molestos guardias del castillo. De repente, Suzune se da cuenta de que quería ser modelo en su vida anterior y muestra su nuevo vestido, que Usato piensa que está muy bien. Sin embargo, él está más enfocado en la carne suave de sus muslos. Cuando sus amigos se van y Usato los observa embelesado, Rose arruina su fantasía de trío llamándolo a su primera lección de entrenamiento. Le entrega su diario en el que se supone que debe hablar sobre lo desagradable que es ella y lo arduo que es su entrenamiento, y lo lleva al campo de entrenamiento. Allí le enseña cómo sentir su mana y le muestra una enciclopedia sobre el mapa de su mundo, demonios y algunos animales míticos. Cuando su cerebro empieza a pudrirse, ella le dice que corra vuelta tras vuelta, después de lo cual Usato se da cuenta de que sus piernas son incluso más débiles que su juego de retirada. Aún así, sigue adelante como un perdedor amargado hasta que prácticamente ya no las puede sentir. Sin embargo, Rose se niega a dejarlo descansar ni un segundo y lo castiga con su magia curativa para que se recupere. También le recuerda que basura como él no obtendrá cena si no completa sus vueltas. Como Usato sabe que no estará comiendo sus duraznos para la cena de todos modos, corre lo más rápido posible solo para poder tener duraznos normales al menos. Aún así, su final insignificante solo termina convirtiéndose en una broma entre sus compañeros de cuarto. Finalmente, después de 6 días de correr, Usato logra manifestar su maná curativo. En los días siguientes, Rose continúa pateándolo en las pelotas de vez en cuando, y Usato aprende a manipular la magia curativa a voluntad mientras se queja en su diario personal de lo buscadora de atención que es ella. Una vez que este perdedor aprende a correr, Rose lo prueba haciéndole hacer 1000 flexiones cada día, y aunque no se convierte en Saitama, este debilucho aprende a usar magia curativa y cargar pesas. Unos días después, Suzune, Kazuki y la nueva amiga especial de Kazuki vienen a visitar a Usato solo para encontrar a Rose montándolo. Lo siento, quise decir montándolo con una roca gigante mientras hace sus habituales 1000 flexiones. Cuando ataca su frágil ego haciendo clic con la lengua ante sus quejas, ella añade otra roca en la cima. Sin embargo, Usato cura su cuerpo mientras lo hace y logra resistir hasta el final. Mientras Rose se siente feliz pensando que finalmente puede soportarla, Suzune anhela sus brazos musculosos. Sin embargo, un imbécil, el jefe del ejército sigliese, no está contento de ver la nueva apariencia de Usato y le explica con condescendencia a Rose cómo está arruinando la vida de un joven. Rose cree que él solo está celoso porque ahora Usato puede ligar con más chicas que él.
y revela que con su encanto ella lo hará su mano derecha. Aunque esto también sorprende a la cara tonta de Usato, ella lo envía a almorzar con sus amigos mientras lidia con este imbécil arrogante. Por otro lado, la chica secundaria de Kazuki se presenta como Celia, la hija cliché del rey cliché, y muestra a todos el pastel de manzana que ha horneado para ellos. Sin embargo, Suzune no tiene planes de comer algo tan dulce cuando puede tener la nueva y mejorada berenjena de Usato. Como una mujer completamente culta, viola los abdominales marcados de Usato y reprime el impulso de lamerlo por completo, solo para detenerse tan pronto como Kazuki comienza otro discurso lloroso. Este perdedor le pregunta a Usato si realmente está bien con todo el entrenamiento de Rose, especialmente desde que se entrometió en este mundo de fantasía, y Usato responde que finalmente ha encontrado su lugar aquí, así que está feliz. También menciona que dado que él y Suzune no son los personajes principales de todas formas, tiene que estar en la cima de su juego para salvar sus traseros más adelante en la historia, lo que finalmente los convence. De repente, uno de sus feos amigos del equipo de rescate aparece con su almuerzo, lo que irrita a Usato ya que este tipo le robó su lonchera anoche. Mientras los dos se enzarzan en una pelea a puñetazos, los otros dos se van a entrenar aún más duro. Esa noche, Usato le quita su salchicha. Sobre el comportamiento extraño de Suzune por la mañana y se da cuenta de que su entrenamiento realmente está funcionando, ya que ahora puede aplaudir sus duraznos cuando quiera. Sin embargo, Rose le da una dosis de realidad a la mañana siguiente, lanzándolo a un bosque lleno de monstruos con la misión de derrotar a un gran grizzly, un monstruo mítico increíblemente poderoso. El imbécil sobrevive a la caída usando su legendaria magia de curación para cubrir su cuerpo, y aunque se está haciendo pis en los pantalones, se dice a sí mismo que le dará una paliza al oso grizzly tan pronto como aparezca. Sin embargo, su ilusión se rompe cuando el mencionado animal ruge justo detrás de él y se ve obligado a arrastrar su trasero débil, ya que correr es lo único en lo que es bueno. Esto enfurece al grizzly y todo lo que quiere es preguntarle: ¿por qué corres? ¿Por qué corres? Sin embargo, justo cuando está corriendo, Usato recuerda a su jefe que parece un gorila y se da cuenta de que no importa cuán aterrador sea este cabeza de músculo, nunca podrá superar a Rose. Con esta nueva determinación, se enfrenta al oso solo para que dos osos más salten justo detrás del oso papá, recordándole al cobarde que huir siempre es la mejor opción. Eventualmente, la protección del guión salva al señor a hacerse pipi en los pantalones mientras salta a una cascada. Más tarde, confía en que una siesta resolverá sus problemas cuando no puede decidir si regresar a casa y ser engañado por Rose o quedarse aquí y ser golpeado por el oso pardo. Decidiendo que lo último es más seguro, se despierta a la mañana siguiente para jugar al James Bond con el oso pardo, pero un conejito lindo se interpone en su camino. Sorprendentemente, este tipo entiende el idioma de Usato e incluso le muestra su pequeña pata herida, que nuestro chico debilucha sana, finalmente demostrando ser útil. Más tarde, cuando Usato intenta continuar su búsqueda, el molesto conejo lo sigue y eventualmente lo lleva a la guarida del oso. Sin embargo, en cuanto se da cuenta de que incluso el oso tiene a alguien que le aplauda, se aleja para calmar su sed. Después de beber un poco de agua de un arroyo sombreado, Usato vuelve a seguir al oso mientras reflexiona sobre su falta de vida amorosa. Sin embargo, solo unas pocas horas después, todos sus planes se arruinan por un serio ataque de diarrea que su magia inútil no logra resolver. Sin embargo, mientras su amigo el conejo lo acompaña mientras sufre, Usato finalmente encuentra una manera de contrarrestar el veneno en su estómago. Al día siguiente, el conejo toma medidas para evitar oler la mierda de Usato nuevamente y lo lleva a un estanque de agua clara con agua segura. De repente, sin embargo, el conejo se pone inquieto y salta encima de un árbol, advirtiendo a Usato sobre un monstruo que se acerca. Cuando el perdedor se sube también, encuentra una serpiente gigante arrastrándose por el bosque y se pregunta si Orochimaru está cerca. Sabiendo que nunca volverá a ver la fea cara de Rose si se enfrenta a este monstruo, Usato se retira y se dedica a vigilar al oso pardo. Sin embargo, solo después de un día, el debilucho siente nostalgia y decide terminar con esto. Con su daga afilada y sin ningún plan a la vista, se dirige a la guarida del oso a pesar de las advertencias del conejo, solo para descubrir que la serpiente ya ha festinado con él. Aunque siente su sangre hervir por el robo de su presa, lo que lo enfurece aún más es la visión del cachorro gimoteante del oso justo al lado de su cadáver. Con esto, Usato jura vengar las lágrimas del cachorro y asume el papel del propio Batman del bosque, listo para cazar a la serpiente en el momento en que la vea. Mientras tanto, Kazuki y Suzune visitan su posada solo para enterarse de que ha estado en el bosque durante los últimos 5 días por una razón que nadie más que el jefe gorila sabe. Kazuki especialmente se altera por preocuparse por su bienestar, haciendo que Suzune se pregunte si realmente está tan desesperado por acostarse con él. Por supuesto, él lo niega y pone al pobre chico en la zona de amigos. Mientras tanto, Usato prepara su largo y duro bastón de madera y le pide al conejo que lo guíe hacia la serpiente.
Después de jugar a Dora la exploradora por unos momentos, finalmente se enfrenta al monstruo repugnante, solo para encontrar al cachorro de oso ya allí, herido y a punto de ser atacado. Ver al monstruo hace que sus piernas se muevan como gelatina, pero aún así se lanza contra la bestia, tratando de salvar al cachorro y logra perforarle el ojo. La serpiente contraataca golpeándolo en las partes íntimas, pero él se cura mientras recibe el golpe. De pie de nuevo, Usato usa su última neurona para atacar al animal por su punto ciego, solo para convertirse en su almuerzo. Mientras los colmillos atraviesan su brazo, Usato se da cuenta de que incluso un reptil tiene un coeficiente intelectual más alto que su estúpido murciélago, pero aún así logra liberarse. Intenta curarse, pero le resulta difícil después de darse cuenta de que el veneno del monstruo lo paraliza lentamente. Aún así, como es el protagonista, se inventa sobre algún poder de venganza y se lanza contra el monstruo nuevamente, acabándolo con un solo golpe y con la ayuda de un oso bebé. Mientras los dos todavía están en medio de la celebración de su victoria, la serpiente se despierta como un típico clon de Orochimaru. Sin fuerza, simplemente yace allí como un perdedor, maldiciendo a Rose por ponerlo en esta situación mientras la muerte lo mira de frente. De repente, el mismo jefe guerrillero llega y aplasta la cabeza de la serpiente, salvando así su lamentable existencia. Ella le revela que el conejo, cuyo nombre es Kukuru, ha sido un agente doble todo este tiempo y fue enviado por ella para ayudarlo. A Usato le toma algo de tiempo recuperarse de esta traición tan teatral. Rose lo bombardea aún más con el hecho de que este monstruo fue creado por el ejército del Rey Demonio, algo que ni siquiera un gran oso pardo puede alejar por sí solo. Esto lo hace enfurecer, cuestionando por qué ella puso a un perdedor como él a luchar contra algo tan grande y peligroso, a lo que ella dice que solo quería que ganara algo de experiencia. Este rollo corporativo no le convence, pero cuando ella lo lleva a casa, Usato la perdona. También adopta al pequeño oso que le ha cogido cariño y lo llama Blurin. Por otro lado, el Rey Demonio convoca a Mila, su subordinada cornuda. Quería decir demonio con cuernos y grandes cañones, y le pregunta si han completado sus preparativos para la guerra. Ella dice que sí y que pronto lanzarán su primer ataque. Mientras tanto, Rose informa a Usato que la guerra está justo sobre sus cabezas, y cuando estalle, él se unirá a ella en la vanguardia, donde estarán curando a todos los soldados heridos. Al escuchar esto, Usato no puede evitar reflexionar sobre sus inseguridades como un perdedor típico, pero ella dice que estará bien. De vuelta en el castillo del señor demonio, el médico del ejército, Hiriluk, regaña a Mila por ser un cobarde y presume que ha creado un prototipo nuevo y mejorado del monstruo serpiente. A Mila, sin embargo, le dice que tenga cuidado con los secuestradores en el campo de batalla que llevan a la gente de un lado a otro y los curan para que revivan, especialmente su líder, que todavía hace que moje la cama por la noche. Hiriluk dice que no puede pelear sola ya que esta vez es la comandante en jefe, y explica cómo planea enviar al Caballero Oscuro, que básicamente es una copia genérica de un cazador de goblins, en su lugar. Al día siguiente, mientras Usato cuida de Blurin y lo alimenta con su fruta favorita, Kukuru aparece y usa su ternura para manipular el débil corazón de Usato, quien lo perdona por la traición y acaricia al oso. Su jefe macho aparece y lo hace correr sus vueltas con Blurin en su espalda. Ella explica cómo esto es parte de su entrenamiento de simulación en el cual puede imaginar a Blurin como un soldado herido, lo cual, afortunadamente, tiene sentido para su cerebro del tamaño de un guisante. Sin embargo, mientras se concentra en su regazo, sus compañeros de cuarto de aspecto tonto intentan interponerse en su camino, tratando de interpretar al ejército demonio en su debut digno de un Oscar. Intentan bloquearlo con bolas apestosas y viscosas y troncos gruesos y largos, pero Usato de alguna manera esquiva todos estos ataques débiles y termina en la cima de una colina. Allí se da cuenta de que está completamente exhausto después de solo unas pocas horas de correr, y como si su autodesprecio no fuera suficiente, Rose aparece como su peor pesadilla y le dice que deje de ser un blandengue y se haga hombre. Ella lo cura y le dice que corra una vuelta alrededor del pueblo una vez que termine con el campo de entrenamiento, y Usato se pregunta cuándo se le acabarán todos sus regaños y quejas. Mientras corre por la ciudad con sus zapatos heredados y con Blurin montado en su espalda, todos en el pueblo lo miran como si fuera un alienígena del planeta Tierra, que técnicamente lo es, pero aún así le resulta extraño. De repente, Blurin huele su fruta favorita en un puesto y lleva a Usato allí, solo para descubrir que su trasero en bancarrota no puede comprarle nada. El viejo tendero se apiada de esta víctima corporativa y le ofrece una fruta gratis antes de que se apresure a completar su misión. Sin embargo, una niña pequeña lo observa desde lejos. Ella no es la única fan de Usato en este pueblo, ya que un chico rubio que parece un modelo de Victoria's Secret pronto le pide que se detenga un momento. Cuando Usato no lo escucha, incluso después de que él grita, el chico se desmaya por la falta de atención.
Mientras Usato lo cura más tarde, él revela que a pesar de sus apariencias engañosas, es un doctor en el equipo de rescate llamado Orga, quien era demasiado perdedor para completar el entrenamiento de Rose y huyó a la ciudad para hacer algún uso de su, de otra manera inútil, lointaine. Il en va de même pour sa sœur, qui est l'autre mage guérisseur. En entendant l'histoire tragique d'Orga, Usato décide de partager aussi son histoire triste et de l'informer que Rose lui a dit de l'accompagner à l'avant-garde pendant la guerre, ce dont il n'est pas sûr que ses compétences puissent gérer. Orga dit à ce perdant de prendre sur lui et d'être reconnaissant, car si son petit moi n'est pas là, beaucoup de blessés pourraient réellement mourir. Son discours dégradant perce étonnamment son crâne épais et Usato décide de rentrer chez lui et d'entraîner encore plus ses muscles. Cependant, juste avant qu'il ne parte, Orga lui demande de ne pas détester Rose, même si elle le fait travailler jusqu'à l'épuisement, car elle n'est pas une mauvaise personne, juste complètement folle. Plus tard, il visite le château avec Blurine, où l'ours mord Suzune lorsqu'elle essaie de le caresser, mais Usato la soigne. Son charme la prend par surprise, et elle se demande s'il a visité le château pour enfin la séduire, mais Usato la repousse. En rentrant chez lui plus tard, il parle à Rose de son incapacité à blesser qui que ce soit, ou à utiliser sa lame. Mais quand la guerre éclate, il promet d'être à ses côtés à l'avant-garde et de secourir autant de blessés que possible. Rose sourit à sa détermination et dit que c'est exactement ce qu'elle recherchait. Le jour suivant, Usato rejoint Suzune pour son expédition dans la forêt des monstres, et en posant des questions, il apprend de Rose qu'il sera là pour protéger ses chevaliers bons à rien et soigner sa wannabe fangirl si elle se blesse. Comme prévu, dès que Suzune aperçoit son visage laid, elle passe en mode fanatique et demande à Usato s'il a apporté Blurine avec lui pour la séduire. Usato lui dit qu'elle ne vaut rien, et avec cela, les héros et la compagnie partent à l'aventure. Pendant ce temps, Kazuki brandit son épée longue et dure alors qu'il s'entraîne à faire des mouvements avec Cilia. Voyant que Kazuki ne se repose pas après avoir terminé son excursion, ce simp certifié le réprimande pour être trop dur avec lui-même et lui rappelle qu'il peut choisir de s'épuiser sur quelque chose de bien plus doux à la place. Cependant, cet imbécile ne comprend toujours pas qu'elle veut discrètement qu'il s'occupe d'elle et continue de s'entraîner. D'un autre côté, Suzune casse les pieds d'Usato en parlant de combien il est mignon et comment elle mourrait pour devenir l'humaine préférée de Blurine. Usato pense qu'une bijou laide comme elle n'a aucune chance et repousse sa main quand elle essaie de toucher son animal préféré. Pourtant, l'application de Loulou de Suzune lui fait croire qu'Usato a un faible pour ses mains, c'est pourquoi il les frappe et lui demande si elle peut porter l'ours à la place. Cependant, quand cette faible tente sa chance, elle finit par avoir une mauvaise scoliose. Avance rapide, ils poursuivent leur voyage, seulement pour être interrompus à nouveau par une bande de brutes laides qui terrorisent les tout-petits pour gagner leur vie. Usato, qui est maintenant tout musclé, ne se sent pas du tout menacé par ces idiots et essaie même de rassurer Suzune qu'elle ira bien pour découvrir qu'elle est beaucoup plus excitée par leur esthétique de mauvais garçon que lui. Cependant, lorsque ces bandits en herbe ciblent Blurine au lieu de ses joues séduisantes, Suzune est tellement offensée qu'elle les transforme en poulet frit avec sa magie. Réalisant qu'il a trouvé son propre Pikachu, Usato l'encourage à en éliminer autant qu'elle veut, puisqu'il peut toujours la soigner plus tard. Mais à peine s'est-elle débarrassée de ces méchants qu'un troupeau de monstres se déchaîne sur eux. Et à cause de cela, Usato et Suzune se retrouvent séparés des autres. Alors que ces deux losers sont projetés dans les airs, Usato la protège avec son corps et la protège lors de l'atterrissage, presque comme s'il était le héros masculin d'une comédie romantique tragique. Ils atterrissent dans une cascade et comme Usato en a assez de tous ces arcs de développement de personnages merdiques, il décide de faire une sieste. Il se réveille face à la tête moche de Suzune alors qu'elle essaie de jouer la héroïne qui a sauvé son pauvre derrière. Énervé par cette voleuse de crédit, Usato se venge en mentionnant à quel point elle est trempée à cause du plongeon, la faisant rougir. Finalement, il se calme et Usato soigne ses blessures pendant qu'elle rougit, se croyant une reine de beauté. Le fantasme de cette fille pour la romance parfaite commence finalement à se réaliser quand Usato suggère qu'il reste dans une grotte jusqu'à ce que les autres les trouvent. Et elle se dirige vers une rivière pour se changer en vêtements secs, rougissant à l'idée qu'il pourrait vraiment coucher avec elle. Cependant, cet idiot de puceau ne la voit que comme une machine moderne et l'utilise pour faire frire du poisson et allumer un feu. Plus tard, alors qu'Usato exhibe son service de fan là où ils se rencontrent, Suzune commence à ressentir des choses et dit qu'il a encore épaissi depuis qu'elle se souvient.
Le crétin ne comprend toujours pas qu'elle veut qu'il la prenne et à la place, il la conduit vers un raton laveur au sale aspect qui la mord et l'empoisonne. Pendant ce temps, Kazuki, avec son cul endolori, pique une crise en apprenant que ses amis ont disparu et menace de traîner son inutilité dans la forêt pour les sauver. Rose intervient et lui rappelle qu'il est un véritable échec qui ne pourrait rien sauver, même s'il le voulait. En fait, elle affirme que Suzune restera en sécurité tant qu'Usato sera avec elle. De retour dans la grotte, Usato décide de dormir en premier comme une mauviette, tandis que Suzune prend le premier tour de garde. Cependant, sa langue bien pendue prend le dessus, et, dans le feu de l'action, elle demande à Usato ce qu'il ressent d'avoir été convoqué ici. Usato dit qu'il ne veut pas revenir parce qu'il a enfin la chance de laisser derrière lui son passé moche en tant que perdant numéro 1 mondial. Et Suzune est d'accord avec lui, disant qu'elle se sent enfin libérée des chaînes des attentes et peut agir ouvertement comme une fangirl assoiffée et une weeb de fantasy. La vulnérabilité de Suzune fait se rappeler à Usato comment il la considérait comme une fleur intouchable. Cependant, maintenant qu'il a découvert qu'elle est juste une mauvaise herbe sauvage comme lui, ils se sont rapprochés. Suzune, avec son côté avide, dit qu'elle apprécie beaucoup plus leur proximité, ce qui fait rougir Usato comme une tomate. Le lendemain matin, ils sortent de la grotte à la recherche d'aide, seulement pour que Bluren apparaisse comme leur chevalier en armure étincelante. Après avoir embrassé Usato et ignoré Suzune une fois de plus, il erre dans son ancien repère et pleure ses parents, bien qu'Usato sente son cœur se briser en pensant qu'il pourrait décider de rester ici maintenant. Bluren répare son cœur avec sa mignonnerie et déclare que sa place est avec lui. Alors que le duo retourne au château et qu'Usato finit par être traité comme un accessoire une fois de plus, le vieux roi s'excuse de l'avoir entraîné dans ces histoires encore une fois, seulement pour qu'il mentionne que sa vie a été bien plus merdique dernièrement, surtout avec Rose pour y ajouter encore plus de merde. Cependant, il retourne immédiatement cette déclaration lorsque sa patronne gorille lui lance son regard mortel caractéristique, lui rappelant qu'il retournera chez elle dans son enfer vivant après cela. Le roi sournois, quant à lui, le sonde davantage et lui demande ce qu'il pense de Rose. Et Usato, sachant qu'il mourra s'il dit autre chose, lui dit qu'il est son fan numéro 1. La femme arrogante sourit comme pour dire à Usato qu'une récompense l'attend à la maison. Après cette éprouvante bataille d'esprit, Usato pousse enfin un soupir de soulagement en quittant le château puant du roi pour ensuite embrasser Kazuki plus tard. Ce lâche est, comme toujours, accompagné de la sangsue, Celia, qui ne cesse de lui lécher les bottes pour sauver sa peau. Après avoir réfléchi à quel point il était triste sans eux et combien il voulait les sauver pour le spectacle, Kazuki dit à Usato combien sa maîtresse, une imitation de She-Hulk, lui fait confiance pour le bien-être de tout le monde, puisque la seule chose qu'elle lui confie vraiment, c'est de plus en plus de souffrance. Usato admire son imbécile pour être trop innocent pour la croire et souhaite qu'il ne soit jamais contaminé comme la dégoûtante Suzune. Bien que cette insulte de niveau maternel énerve un peu Suzune, le cul sadique de Celia pense avec jalousie en réalisant à quel point son futur mari autoproclamé est proche de ce couple de perdants. Plus tard, elle supplie Kazuki d'arrêter de l'appeler de manière si formelle et de choisir des mots plus affectueux pour s'adresser à elle, ce qu'il fait immédiatement car il ne veut pas perdre son emploi bien rémunéré à cause du népotisme. D'autre part, le faible qui se prétend roi informe l'éternellement constipé Sigües que les monstres disparaissent des forêts pour une raison quelconque, ce qui signifie que l'armée démoniaque se rapproche de leur royaume et qu'ils sont fichus. Il lui ordonne de préparer mentalement tous les bataillons pour la guerre imminente, puis se tourne vers son armée d'un seul homme, Rose. Tout à coup, cet homme d'affaires devient personnel avec elle et lui demande si elle aimerait retrouver son ancien poste de chef de bataillon, une proposition qui touche un air sensible car elle se rappelle combien elle a perdu et combien de victimes elle a causé à cause de sa fragile arrogance. Rose refuse actuellement cela, ce qui le fait s'emporter en demandant pourquoi elle ne s'est pas encore pardonnée. Elle dit que si elle l'avait fait, il n'y aurait pas d'intrigue dans cette histoire, en plus du fait qu'elle ne veut tout simplement plus prendre de vie. Au lieu de cela, elle préfère les sauver. Elle explique que c'est pour cela qu'elle a créé son club de wannabe, elle, et formé des médecins, afin que l'un d'eux puisse un jour se tenir à ses côtés sans mourir, ce qui est son rêve ultime. Pendant ce temps, alors qu'Usato retourne à son repère, il trouve une lettre de Rose et une carte très laide qu'elle a dessinée pour lui avant de partir contrer l'avancée de l'ennemi vers eux. Sur le site de la bataille, le démon avec des bazookas massifs ordonne à son armée comment construire un pont pour traverser vers la forêt. Cela ne convient pas à l'aspirant tueur de gobelins qui pense qu'elle est trop excitée par la lance du seigneur démon. Cependant, Amela lui rappelle qu'elle n'est rien comparée à elle en termes de melon, ce qui offense la chevalière noire et la force à partir. Juste au moment où elle part, le médecin salaud arrive pour ruiner sa tranquillité et déclenche sa fin sombre avec ses remarques sarcastiques.
Cependant, leur plaisanterie est brusquement interrompue par les attaques de la She-Hulk pour intercepter leur avancée, qui leur montre qui est le patron en lançant un fichu tronc d'arbre sur le pont, le détruisant. Amela panique, mais dès qu'elle aperçoit Rose, son sang bouillonne et elle s'engage dans un concours de regards avant que Rose ne prenne la fuite, laissant la déesse du fan service frustrée. Le lendemain, Usato se rend à nouveau en ville avec la carte que Rose a dessinée pour lui et arrive dans un petit endroit avec une fille mignonne à l'intérieur. Cependant, juste au moment où il pense qu'elle pourrait être la nouvelle recrue de son club de fans, elle se présente comme Ururu, la sœur d'Orga, qui est aussi l'une des guérisseuses de l'armée. Usato, qui n'est plus intéressé à séduire la sœur de son ami, lui demande des nouvelles d'Orga et le trouve plus tard en train de soigner un patient avec le plus grand soin. Cela l'inspire profondément, mais il se fait surprendre en train de les espionner lorsque le patient se demande qui est ce bizarre qui les observe. Plus tard, Usato lui remet la lettre de Rose après l'avoir lue. Le visage d'Orga devient pâle. Pendant ce temps, Ururu révèle à sa nouvelle amie que la raison pour laquelle elle n'est plus dans l'armée de Rose est qu'elle est une véritable broken qui ne veut pas arrêter de profiter de son frère faible. Hey yo, c'est quoi ce bordel? Alors qu'Usato se demande ce que c'est que ce Sweet Home Alabama, un homme se précipite dans la clinique et informe Orga qu'il y a eu un accident à proximité où ils ont besoin de lui immédiatement. Usato participe à la première mission de sauvetage de sa vie et parvient à sauver un patient critique avec sa magie, gagnant ainsi le respect d'Orga. Après son départ, cependant, Orga dit à Ururu qu'ils ont été convoqués à la guerre par Rose et qu'ils doivent compenser le manque d'expérience de Usato sur le champ de bataille avec la leur. D'autre part, après avoir acheté les pommes préférées de Gloren, Usato rentre chez lui lorsque son aimante fille commence à fonctionner et attire une mignonne Loli vers lui. Cependant, cette fille lui donne des cauchemars sur la mort de Kazuki et Susan aux mains du prétendu Darth Vader et le laisse pratiquement paralysé. Cependant, lorsqu'il revient enfin à lui, il découvre que la filoute est partie depuis longtemps. Il court après elle et demande frénétiquement à un garde à proximité s'il a vu une fille renard, ce qui fait se demander au pauvre gars quel genre de déviance a ce type bizarre. Cependant, le pire est que Rose l'entend et le tire par le crâne, furieuse qu'il s'inquiète de tout sauf des She-Hulk et des gorilles. Pendant qu'elle y est, elle lui explique aussi que l'armée démoniaque approche de leur royaume et que la guerre est imminente. C'est pourquoi il doit se concentrer davantage sur l'entraînement que sur la poursuite de jolies filles. Plus tard, une fois calmée, Rose lui révèle que bien qu'elle ne connaisse pas cette renarde en particulier, certaines races de renards ont la capacité d'avoir des prémonitions. Cependant, ils sont généralement bien protégés par leur propre territoire et se retrouvent rarement dans une zone à majorité humaine. Usato, qui ne lui a toujours pas parlé de la vision qu'il a eue, se demande ce que cela signifierait pour lui si c'était un aperçu de l'avenir. Ce soir-là, Rose apporte le rapport d'incident au roi inutile et lui dit que l'armée démoniaque est juste sur eux. En apprenant cela, son petit cul convoque rapidement tous les officiers de l'armée et les héros pour implorer leur aide. Alors que Kazuki et Suzune se dirigent vers le lieu de rendez-vous, la maîtresse de Kazuki se montre à nouveau, toujours avide de son attention, seulement pour que cet imbécile l'ignore complètement après l'avoir aguiché en l'appelant par son surnom auparavant. Déçue de toujours tomber pour des playboys lâches, elle s'en va tandis que les deux autres arrivent dans la chambre du roi. Bien qu'il ait ignoré les affections de la princesse, Kazuki rend visite à Usato cette nuit-là et admet que bien qu'il sache qu'il se ferait botter le cul par les démons un jour, le fait que ce soit déjà à l'horizon le fait mouiller son pantalon. Puisqu'il est bien conscient de combien il est froussard, Kazuki avoue être mort de peur face aux monstres qu'il a affrontés lors de ses excursions, tout comme il l'est en ce moment. Cependant, comme Usato a des goûts bizarres, il dit à Kazuki qu'il est le type le plus cool qu'il ait rencontré, parce que ressentir de la peur et de la pression à cause des attentes de tout le monde est exactement ce qu'un personnage secondaire typique comme lui devrait ressentir. Quand il demande le plan d'Usato, le roi de l'illusion révèle qu'il ira à la guerre de toute façon parce qu'il est un Sigma et n'a pas peur de risquer sa vie pour les gens qu'il aime. En entendant cela, la moralité enfouie de Kazuki se ravive et il recourt à l'automutilation pour retrouver ses esprits. Après cela, le faible Kazuki se ressaisit soudainement et jure de devenir le protecteur d'Usato sur le champ de bataille, ce qui le fait rougir. Alors qu'ils continuent à échanger des dialogues de troisième ordre sur leur bonheur éternel et la paix mondiale, Kazuki est interrompu par l'attitude cultivée de Suezun et quitte la scène, tandis qu'Usato reste pour répondre à ses questions évidentes. Cependant, avant qu'elle ne se lance à nouveau dans un étrange délire BL, il la manipule pour lui faire croire qu'elle est là aussi parce qu'elle s'inquiète du visage misérable de Kazuki autant que lui. La tactique fonctionne sur son cerveau de la taille d'un pois et elle admet que c'est le cas. Cependant, lorsqu'elle essaie de recevoir le même traitement de princesse de la part d'Usato, il lui dit qu'elle est une tête brûlée dans l'âme et qu'elle n'a pas besoin qu'il joue le petit ami surprotecteur pour elle.
Avant de continuer, voici un message de notre modérateur Discord, Ugly Basement. Salut les gars, c'est Joven. Et vous savez quelle heure il est? C'est l'heure de Discord. Le lendemain, le roi Pleurnichard convoque son armée de personnages de fond et leur parle de la possibilité qu'ils se fassent écraser par l'armée des démons dans quelques jours. Cependant, ils ne devraient pas le craindre car cette fois, ils ont 2 gamins excentriques en cosplay qui peuvent sauver leurs fesses d'adultes. De plus, ils ont aussi une équipe de médecins cette fois pour les réanimer en cas de blessure grave, c'est pourquoi ils ne devraient pas craindre de risquer leur vie pour un peu de développement de personnage. Plus tard, Kazuki prête enfin attention à Celia et visite sa chambre pour lui en donner un peu. Elle est complètement heureuse d'avoir enfin vaincu la friendzone ultime et promet de lui laisser goûter une fois qu'il reviendra de la guerre sain et sauf. Pendant ce temps, Ururu se bat à coups de poing avec Bluren parce qu'elle croit en l'amour dur, tandis qu'Orga révèle à Usato qu'elle est juste nerveuse à propos de la guerre imminente. Soudain, un des amis d'Usato lui dit qu'il est appelé dans la chambre de Rose, ce qui le fait se demander si c'est enfin le moment de passer à l'étape suivante. Cependant, tous ces fantasmes de gorille tombent à l'eau quand il s'avère que son patron musclé veut seulement lui remonter le moral. Elle explique à l'idiot qu'il ne se rendra pas sur le champ de bataille tant que le combat ne durera pas quelques bonnes heures, car les pertes seront minimes au début et ils préfèrent ne pas gaspiller leur énergie. Deuxièmement, elle lui dit de ne pas perdre de temps à sauver des soldats qui ne sont pas trop blessés, car dans ce cas, il ne fera que les gêner. Une fois ce concept ancré dans son cerveau, elle lui remet le cosplay le moins cher qu'elle ait pu trouver chez Goodwill et l'appelle son uniforme, un geste qui lui fait croire qu'il ressemblera enfin à un protagoniste de shonen. Dès qu'il l'enfile, son charme se multiplie par 100, et même Rose ne peut s'empêcher de succomber. En le saisissant par le col et en tenant son visage, elle lui dit qu'il a intérêt à ne pas mourir sur le champ de bataille après avoir joué les durs tout ce temps, et Usato lui promet qu'il ne le fera pas. Le jour suivant, alors que les troupes humaines se lancent dans un voyage pour atteindre leur point de rendez-vous, Usato demande à Rose quel genre de créatures sont les démons. Elle dit qu'ils sont parfaitement capables de donner une sacrée raclée aux humains. En fait, non seulement leurs généraux, mais aussi les simples soldats. Cependant, l'idiot dit qu'il n'a pas peur du tout puisqu'il a toléré Godzilla elle-même ces derniers mois, gagnant en même temps son regard désapprobateur. Cependant, l'insolence ultime d'Usato lui rappelle ses anciens camarades, et elle se souvient d'il y a 5 ans, à l'époque où Rose était encore commandant de bataillon et où Siglis était beaucoup moins snob qu'il ne l'est maintenant. Le roi minable, qui était aussi inutile que d'habitude, les a convoqués un jour et a expliqué comment des démons avaient été aperçus près de la forêt récemment, ce qu'il devrait enquêter pendant qu'il resterait bien au chaud dans son château somptueux. Après la réunion, Siglis l'a harcelé sur ce qu'elle pensait être les motivations des démons, puisqu'elle est presque l'une d'eux, du moins en esprit. Mais elle lui a dit d'aller prendre l'air et de préparer son armée à la place. Juste au moment où elle s'éloignait, un autre crétin a commencé à l'importuner, seulement pour se faire frapper à la tête et se plaindre plus tard. C'était sa subordonnée Al, qui ressemblait à la version fille d'Usato. Après s'être remise de son premier coup de poing, elle lui a demandé ce qu'il ferait à propos de l'invasion démoniaque, pour se faire frapper à nouveau à la tête pour avoir joué à James Bond et écouté aux portes des réunions privées. Cette fois, elle riposte et menace d'appeler les services de protection de l'enfance, seulement pour que Rose lui rappelle qu'elle les écraserait aussi. Ils sont retournés au même vieux taudis, où le reste de l'équipe de Rose les attendait. Grâce à l'insistance d'Al, le démon à l'intérieur du Godzilla humain a commencé à se manifester, et Rose a déclaré qu'elle les entraînerait aujourd'hui, ce qui les a tous terrifiés. Ils ont harcelé Al pour l'avoir perpétué, mais elle a seulement souri avec suffisance et a dit qu'il était grand temps qu'ils arrêtent de traîner, seulement pour que sa tête soit martyrisée une fois de plus. Le lendemain, le roi des perdants l'a appelé à nouveau pour essuyer ses larmes et lui a demandé d'enquêter sur les attaques consécutives des démons contre les monstres dans la forêt. Pour cette raison, elle a préparé son équipe à partir. Cependant, lorsque Al a essayé de donner son avis et de motiver tout le monde, elle a été accueillie par des tomates pourries et des ustensiles. Cependant, elle a finalement demandé de l'aide à Rose, qui a distrait tout le monde en mentionnant qu'elle se joindrait à eux aussi, ce qui a instantanément remonté leur morale. Certains étaient heureux d'avoir une mitrailleuse pratique juste à côté d'eux, tandis que d'autres étaient contents d'avoir une infirmerie ambulante pour soigner leurs blessures. Cependant, ils étaient surtout ravis de ne pas avoir à s'inquiéter de mourir, puisqu'elle serait là pour les sauver.
Lors de leur excursion, Al a expliqué après leur première exploration infructueuse qu'elle sentait quelque chose de louche à l'ouest, c'est pourquoi ils devraient s'y diriger demain. Et étonnamment, tout le monde a respectueusement accepté. Cette nuit-là, elle s'est portée volontaire pour prendre le premier tour de garde après que tous les rois et reines de la paresse se soient enfuis avec leurs faibles, mais Rose lui a dit de dormir et a pris le travail sur elle. Cependant, l'ADHD d'Al ne lui permettait pas de dormir, alors elle s'est relevée en demandant à Rose pourquoi elle avait choisi une bonne Arien comme elle pour le poste de commandant adjoint. Rose se demanda si elle était assez stupide pour lui expliquer de manière condescendante comment mieux faire son travail, ce qui la fit paniquer. Mais elle expliqua plus tard que c'était à cause de son arrogance d'une certaine manière, et qu'elle ne supportait pas ceux qui essayaient de la faire taire. Tous étaient d'accord pour dire qu'elle n'aimait jamais recevoir des ordres de ses supérieurs incompétents, jusqu'à ce qu'elle rencontre son chevalier en armure étincelante, littéralement sous la forme de Rose, et a développé un penchant pour le masochisme. Bien que l'entraînement l'ait complètement brisé, elle ne voulait pas prendre de retard et s'efforçait de se prouver à elle, juste pour pouvoir lui en mettre plein la vue. En fait, elle était super contente de voir comment Rose n'a jamais abandonné malgré ses crises de colère agaçantes et ses caprices enfantins de temps en temps, contrairement à tous ses ex. Bonne nuit, ma fille. Je te verrai demain. Al a continué en disant que personne d'autre qu'elle ne l'acceptait dans sa forme la plus brute possible. Elle ne voulait que personne d'autre reste leur commandant sauf elle. Cependant, cela agaçait Rose pour une raison, et elle lui a tapoté le front, lui rappelant qu'elle ne donnerait jamais un titre aussi important à une mauviette qu'elle prétendait être. Après avoir restauré son estime de soi inexistante, Rose l'a laissé à la merci de ses coéquipiers idiots et Al a finalement accepté le poste. Le lendemain, alors qu'ils traquaient l'armée démoniaque, ils ont découvert que les êtres capturaient les monstres de la forêt pour une raison étrange. Le chef des démons a remarqué leur présence, et Rose est sortie de l'ombre en premier et a demandé aux démons pourquoi lui et son équipe étaient en territoire humain. Le gars, avec son sens de la mode le plus étrange, lui a dit qu'il ne lui dirait rien, et les deux ont commencé à se mesurer l'un à l'autre avant que Rose ne mette Al en charge de tout le monde et ne fasse craquer ses poignets pour se préparer à un combat difficile. Alors que le combat commençait, les deux se lancèrent dans une course à la Naruto, et le démon invoqua sa magie du vent étrange pour bloquer les attaques de Rose, seulement pour qu'elle le frappe à travers. Alors qu'il baragouinait des conneries sur comment cela pouvait arriver, Rose lui ferma la gueule avec un coup de pied mortel avant de le pousser au bord de la forêt et de lui écraser la tête avec un tronc d'arbre, seulement pour que l'armure scénaristique le sauve. Alors qu'il attaquait plus tard Rose avec sa magie du vent, elle encaissa les blessures et les soigna simultanément pour finalement lui botter le cul. Furieux, il a décidé de convoquer une épée cool qu'il avait achetée au Dollar Store et a jeté une magie maudite dessus pour contrer sa guérison. Rose a facilement esquivé l'attaque maudite et y a répondu avec ses propres attaques impressionnantes. Pendant ce temps, Al et les autres ont nettoyé le sol de la forêt avec ses sbires, le forçant à admettre leurs compétences et à louer la force de Rose comme si elle cherchait ses compliments. Alors que ses oreilles commençaient à lui faire mal à cause de tout son baratin, le démon continua son discours cliché sur la nécessité de l'éliminer, elle et ses acolytes, car elle gênerait leur mission ultime, qui était la résurrection toujours cliché de leur roi et la domination du monde. Cependant, son discours peu original a vraiment énervé Rose. Pas parce que ses mots avaient du poids, mais parce que son épée s'est soudainement transformée en sabre laser, presque comme si cela avait déclenché une réaction en chaîne. Tous les membres de l'équipage du démon se sont sacrifiés en subissant des attaques fatales de la part des adversaires et en profitant de cette chance pour les éliminer. Alors que tous les subordonnés de Rose étaient proches de la mort, elle a perdu son sang-froid et a chargé le démon seulement pour qu'il lui blesse l'œil. Par-dessus tout, c'est à ce moment-là que Rose découvrit que son épée magique n'était pas seulement pour faire joli, mais pouvait annuler toute magie, y compris sa guérison. Alors que le démon continuait à terroriser la traumatisée Rose, Al s'interposa pour qu'elle ne soit pas attaquée et mourut à sa place. Ce fut le coup de grâce, et face à tous ses camarades misérables, Rose perdit complètement la tête, saisissant son épée si cool à main nue. Elle lui a donné un coup de poing au visage avant de le frapper contre le sol et de le projeter en l'air avant de finalement l'utiliser comme cible pour y planter son épée. Cependant, juste avant que son adoi psycho ne puisse l'achever pour de bon, les dieux de l'intrigue sont intervenus sous la forme d'Amila, qui lui a rappelé Al et combien elle voulait que son patron minable vive. Rose ne pouvait pas bouger son corps alors qu'elle le traînait avant d'entendre la voix d'Al et de ramper jusqu'à sa forme ensanglantée, à peine vivante, et d'essayer de la guérir en vain. Les derniers mots d'Al lui ont demandé de rester la personne qu'elle admirait tant avant de finalement mourir, laissant Rose toute seule pour pleurer à chaudes larmes. Après avoir traîné son corps estropié chez elle, elle a demandé sa démission de son poste et a passé toutes ses journées enfermée dans l'auberge désormais vide, voyant des visions de ses camarades.
jusqu'à ce que Siglis lui rende visite un jour inattendu pour s'assurer qu'elle ne les avait pas suivis dans leur tombe. Rose rit légèrement jusqu'à ce que Siglis demande pourquoi elle n'avait pas encore guéri son œil, même lorsque la malédiction s'était dissipée, à quoi elle ne répondit pas. Elle admit plus tard à elle-même qu'elle ne le guérirait pas car c'était la preuve de son arrogance, et comment cela avait conduit tous ses proches à leur mort. Cependant, lorsque tous ses souvenirs ont commencé à envahir son esprit un soir, et qu'elle s'est souvenue des derniers mots d'Al, Rose a décidé qu'elle pouvait encore faire quelque chose, et est partie pour lancer l'équipe de sauvetage. De retour au présent, elle dit à Usato qu'elle est heureuse de l'avoir trouvé, le faisant grimacer au début, seulement pour le faire sourire largement lorsqu'elle lui dit qu'il est extrêmement précieux pour elle et qu'ils sont deux du même genre capables de changer le monde. Pendant ce temps, la reine des canons de l'intrigue et son acolyte scientifique fou terminent enfin le pont lorsque la prétendue Darth Vader apparaît dans toute sa gloire gothique, affirmant qu'elle anéantira l'armée humaine en un instant parce qu'elle est tellement forte. Amila l'avertit à propos de l'équipe de secours, mais la garce arrogante pense qu'elle ira bien tant qu'il l'amuse suffisamment. Usato a du mal à s'endormir au petit matin du jour de la guerre et décide de se distraire avec une séance de préparation. Cependant, juste à ce moment-là, Suzune, qui ne peut pas passer une journée sans l'embêter, arrive pour exhiber sa propre tenue et chercher ses compliments. Quand elle n'en obtient pas, elle montre à quel point son armure est flexible, rendant Usato méfiant quant à ses intentions. Cependant, comme elle est la dominante dans leur relation, elle l'embarrasse rapidement en disant qu'elle veut voir son côté mignon et le coince contre le mur, seulement pour que Kazuki la repousse froidement. Il la traîne pour rencontrer Siglis, tandis qu'Usato le maudit mentalement d'avoir gâché sa chance de récolter quelques pêches. Pendant ce temps, Siglis ordonne aux deux héros d'attaquer l'ennemi à l'avant-garde et d'apporter la tête de leur chef à leur roi inutile pour qu'ils puissent tous obtenir une augmentation de salaire. Plus tard, Kazuki joue les cools en essayant de dire à Suzune de ne pas être si nerveuse, seulement pour découvrir qu'elle est plutôt excitée par la guerre parce qu'Usato l'a acceptée telle qu'elle est vraiment. Donc, elle peut se donner à fond. Kazuki pêche pour toute l'équipe, mais Suzune lui dit de s'en sortir vivant s'il veut en savoir plus sur leur romance. À ce moment-là, alors que l'ennemi approche les troupes de front, les mages lancent une attaque sur eux pour réaliser qu'ils se sont bien fait avoir, puisque les démons qui arrivaient n'étaient que de faux clones. Ils ont ensuite attaqué les humains de l'autre direction, et les troupes ont réussi à les intercepter. Pendant ce temps, Rose instruit son équipe sur l'emplacement de leur poste, et dès que les personnages secondaires commencent à amener les blessés, Usato se rend compte qu'il est en fait terrifié. Juste à ce moment-là, son patient mentionne un serpent géant, et Usato se demande s'il parle de son truc, vous savez. Cependant, il s'avère qu'il y a un énorme serpent sur le champ de bataille, similaire à celui qu'Usato a combattu dans la forêt. Pendant ce temps, l'aspirant tueur de gobelins savoure le massacre avec du pop-corn imaginaire lorsqu'un fantassin la poignarde dans le dos, pensant qu'il obtiendra enfin la promotion pour laquelle il a travaillé dur pour se faire poignarder au ventre sans que le chevalier ne bouge un doigt. Il survit de justesse et essaie de ramper pour informer ses camarades de cette anomalie, mais le chevalier en décide autrement. Cependant, Usato apparaît soudainement de nulle part et sauve le jeune homme, seulement pour que son intervention rapide déclenche étrangement le Darth Vader. Alors que les pertes augmentent considérablement, Rose et Usato se dirigent vers le champ de bataille, où elle lui donne quelques conseils secrets lorsqu'il fait une crise d'angoisse en pensant à la vision que la fille renard lui a montrée. Alors que les héros et Usato jouent leurs rôles respectifs, un groupe de soldats maladroits tente d'attaquer le chevalier noir, mais elle fait pousser des tentacules pour les abattre d'un coup. Énervé de voir tous ses personnages secondaires mourir pour rien, Kazuki utilise un rayon laser pour l'abattre, mais rate l'attaque à cause des pitreries agaçantes de Suzune. Cependant, il s'avère qu'elle n'est pas aussi stupide que son visage laid le laisse penser, puisqu'elle a déchiffré le code du pouvoir du chevalier, qui est la réflexion. Alors que le bras de Kazuki saigne, cela confirme ses soupçons, mais le chevalier décide de jouer un jeu de sadisme avec eux, maintenant qu'ils connaissent son secret. Suzune utilise 100% de ses cellules cérébrales pour suggérer qu'ils endommagent le chevalier à plusieurs endroits pour voir s'il y a un angle mort et découvre que les attaques par derrière ne sont pas renvoyées vers eux. Donc, pour tester sa nouvelle hypothèse, elle fait utiliser à Kazuki ses pouvoirs inutiles pour aveugler le chevalier pendant qu'elle le poignarde dans le dos. Quand l'attaque n'est pas réfléchie et, en plus, blesse gravement la chevalière, Kazuki utilise son épée LED pour la poignarder et mettre fin à toute sa carrière, seulement pour qu'elle révèle qu'elle se moquait d'eux. Juste à ce moment-là, elle enfonce ses tentacules dans les entrailles de Kazuki et reflète la blessure par coups de couteau sur Suzune, mettant fin à leur carrière de héros éphémères, alors que leurs vies sont lentement aspirées. Usato court aussi vite qu'il peut pour essayer de les trouver de l'autre côté du champ de bataille.
Alors que Suzune perd lentement la vie, son histoire tragique se dévoile enfin. Elle se souvient de ses jours en tant que présidente du conseil des élèves, que tout le monde mettait sur un piédestal et de qui on attendait de grandes choses. Elle n'était évidemment pas contente, étant une garce ingrate. Cependant, c'était nécessaire pour le développement de son personnage, car elle a été invoquée dans ce monde et ne voulait rien de plus qu'un simple stratagème de rebranding. D'un autre côté, Usato n'a pas pensé à se changer malgré le fait qu'il ait été un loser de classe mondiale dans sa vie passée, et cela l'a inspiré d'une certaine manière, surtout puisqu'il l'a accepté ouvertement avec ses étranges fétiches, ses tendances Fujiyoshi et sa nature collante. De retour au présent, alors que les deux héros perdent la vie, les démons sabrent le champagne tandis que les humains perdent le peu d'espoir qu'il leur reste. De plus, le prétendu Darth Vader décide de sceller l'affaire en empalant Suzune avec une tige pour de bon, seulement pour être envoyé valser comme un Beyblade de pacotille par Usato qui fait une entrée dramatique. Il utilise alors ses mains magiques pour sauver ses amis inutiles tandis que le poisson-chat fait une crise après la révélation douteuse de son visage. Il s'avère que le seigneur sombre et edgy était en fait une fille sexy qui ne resterait pas tranquille sans venger son casque brisé. Elle fonce sur Usato, mais notre garçon sait qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler avec des filles traumatisées et choisit de s'enfuir comme meilleure solution. Cependant, son aimant à fille se retourne contre lui et le gamin rebelle le rattrape, refusant de le laisser partir. Suzune essaie d'être utile pour une fois et lui parle des capacités du chevalier, mentionnant que le coup de poing d'Usato est la seule chose qui l'a blessé jusqu'à présent. Avec cela, il décide de lui remettre les idées en place et court à toute vitesse, évitant tous ses tentacules et perçant ses défenses avec de la magie de guérison. À sa surprise, aucune de ses attaques n'est reflétée, et quand il la mord à nouveau, cela fait mal et son armure s'effondre encore une fois. Kazuki et Suzune, qui ne peuvent pas croire qu'un troisième larron frappe le boss final, réalisent qu'Usato utilise la magie de guérison pour soigner constamment son adversaire tout en la frappant. Mais paradoxalement, ces coups de poing la blessent à la place, ce qui les amène à se demander si son affinité magique annule la sienne. Pendant ce temps, après s'être fait botter le derrière encore et encore, la fille rebelle crie à plein poumon, devenant une Super Saiyan. Cependant, Usato la frappe toujours avec sa magie de guérison, brisant son armure et la laissant sans défense et ouverte au fanservice. 9. Avec sa défaite, Usato aide les autres jusqu'à ce que Suzune active son mode Fangirl et demande à Usato ce qu'est son coup de poing de guérison. Il rougit, sachant que son côté masochiste a développé un autre penchant. Cependant, il explique sérieusement que, parce qu'il hésitait à tuer quelqu'un, son maître lui a appris à utiliser ses poings avec la magie de guérison afin qu'il guérisse ses adversaires tout en les blessant et en augmentant leurs chances de survie. Suzune se moque de lui pour avoir été trop influencé par Rose, mais le remercie d'avoir sauvé à la fois elle et Kazuki avant de partir vaincre les autres monstres. Juste au moment où Usato pense qu'il a enfin un répit, la She-Hulk s'écrase sur le champ de bataille et l'interroge sur ce qu'il a fait. Il manque de se faire dessus pour s'être donné à fond. Néanmoins, Rose le félicite d'avoir renversé le cours de toute la guerre en quelques minutes et explique qu'ils retourneraient à leur camp médical maintenant que les pertes ont diminué et que l'ennemi a épuisé ses poissons-chats. De retour à la base ennemie, la reine des énormes melons se sent frustrée par leur défaite imminente et décide de rappeler les troupes. Pendant ce temps, les héros font enfin quelque chose d'utile et grillent le monstre serpent comme du pain brûlé. D'autre part, alors qu'Usato et Rose s'occupent des derniers patients, la généralement hautaine Rose explique à Usato que les héros seraient certainement morts s'ils n'avaient pas été là à temps. En fait, elle le félicite d'avoir gagné une guerre qu'ils étaient presque sûrs de perdre, ce qui le fait pleurer comme un bébé. Rose dit qu'elle ne savait pas qu'il était encore une telle mauviette, mais Usato dit qu'il était mort de peur sur le champ de bataille parce que les monstres étaient tous si effrayants et qu'il ne voulait blesser personne. Il la remercie chaleureusement d'avoir été là pour lui et de l'avoir entraîné avant de s'effondrer d'épuisement et de tomber sur les coussins moelleux de Rose. Quelques jours après la guerre, Usato est allongé avec Blue-Rin et lui raconte tout ce qui s'est passé et à quel point il s'est senti embarrassé lorsque le roi l'a applaudi devant tout le royaume. Il se souvient aussi qu'il n'a jamais remporté de prix dans sa vie passée et c'est la première fois. À ce moment-là, un de ses amis lès à l'auberge se présente et lui dit qu'il a de nouveau été invité au château, ce qui le fait se demander pourquoi ces clowns sont soudainement si obsédés par lui. Il sort immédiatement, seulement pour être entouré par ses fans inconditionnels lorsqu'il traverse la ville et il parvient à peine à atteindre le château. Cependant, une fois arrivé, certains chevaliers commencent aussi à le convoiter et il réalise que quelques bons coups de poing peuvent vraiment améliorer l'image publique de quelqu'un.
Plus tard, le roi inutile qui réchauffe le banc demande une fois de plus à un jeune de 18 ans de résoudre les problèmes des adultes et lui demande de parler à la fille sexy qu'ils ont capturée sur le champ de bataille, puisqu'elle a déclaré qu'elle ne révélerait pas les plans de son seigneur démon si Usato n'accepte pas de lui donner une fessée. La troisième roue, Suzune, l'accompagne au donjon, affirmant qu'elle le sauvera si le chevalier noir attaque, ce qui lui rappelle comment elle s'est fait botter le cul la dernière fois qu'elle s'est opposée à cette beauté. Au fur et à mesure que la discussion continue, Usato réalise que même s'il pensait la soigner avec ses coups de poing, puisque sa magie annulait la sienne, elle a dû recevoir des coups directs de ses poings nus et doit souffrir en ce moment. Avec cela, il se précipite vers elle et lui pose la question. Mais la fille dit qu'elle va bien malgré ses blessures, ce qui le rend suspicieux sur le fait qu'elle soit une masochiste endurcie. Fatiguée de ses conneries de fille dure, Usato entre dans sa cellule et prend sa main pour commencer sa guérison. La chaleur de celle-ci lui fait ressentir des choses, mais quand elle essaie de se retirer, Usato lui dit de se taire et de se comporter comme une gentille fille. Oh là là! Et après avoir brisé son armure, elle pleure car c'est la première fois qu'elle ressent une telle chaleur. Le lendemain, son chef de guérilla, qui est une reine sadique, passe son entraînement à l'étape suivante et lui dit de la combattre et d'essayer d'esquiver ses coups. Cependant, comme il est encore un novice, il se fait botter le derrière. Plus tard, il rend visite à la fille rebelle pour se plaindre, mais elle lui dit de partir car il l'embarrasse. Le cœur brisé, il assiste à l'entraînement de Kazuki et le compare à l'enfer que Rose lui fait subir, pour se rendre compte, en voyant le visage laid et rougissant de Cilia, que les deux s'amusent ensemble et qu'un perdant comme Kazuki a réussi dans la vie. Pendant ce temps, alors que l'imitateur de Dark Vador fantasme sur Usato, ses pires cauchemars se réalisent sous la forme de nul autre que Rose. Elle lui dit qu'elle n'est pas vraiment intéressée par les enfants gâtés comme elle, mais en raison de la demande du roi, elle a trouvé deux options pour elle. Premièrement, qu'elle reste en prison pour toujours et pourrisse. Et deuxièmement, qu'elle accepte de se mettre sous son aile et de devenir un démon droit. Lorsqu'elle demande si elle a perdu la tête, Rose lui tape sur la tête et lui rappelle qu'elle est à sa merci pour l'instant. Quelque temps plus tard, alors qu'Usato entraîne Blue Rain à perdre sa graisse corporelle, Rose arrive avec une paire de gâteaux chauds, ce qui fait se demander à Usato à qui ils appartiennent. Il est complètement surpris de voir que c'est la démon sexy et va jusqu'à perdre la tête lorsque Rose mentionne qu'elle va l'entraîner ou, plutôt, la torturer pour l'instant. Il rend hommage à la fille, sachant parfaitement ce qu'il attend. Cette nuit-là, Rose lui dit qu'il deviendra le livreur du roi inutile à partir de maintenant et qu'il apportera des lettres officielles au royaume voisin avec les autres héros, ce que Rose attend avec impatience. Il échoue donc à refuser. Le lendemain, lorsqu'il se rend en ville pour faire des courses, il trouve la fille Lou là-bas. Et comme il ne peut pas la laisser s'échapper cette fois, Usato la soulève, se demandant pourquoi elle lui a montré la vision qu'elle a faite, seulement pour qu'elle lui demande de sauver sa mère. La star mondiale, Suzune, surgit de nulle part, admirant la fille Lou et la suppliant de la laisser toucher ses oreilles. En fait, elle remet même en question sa relation avec Usato pour qu'il lui dise finalement de la fermer. Après avoir déposé la fille renard, elle se présente comme Emako et demande une audience privée avec lui. Pendant ce temps, la fille démon traverse la première partie de l'entraînement et a du mal à terminer ses tours, seulement pour que les mecs la dénigrent pour être faible et démon. Bien qu'elle réagisse à l'insulte, elle se révèle vraie lorsqu'elle trébuche et tombe et décide de mettre fin à son arc de rédemption ici, seulement pour être frappée par Rose et renvoyée sur la piste. D'autre part, tandis que Suzune continue de convoiter les oreilles d'Amako comme une bizarre, Usato lui demande pourquoi elle lui a montré ses visions. Elle dit que c'était nécessaire. Sinon, les héros seraient morts et le royaume se serait effondré de toute façon. Elle admet qu'elle est une véritable utilisatrice de visions prophétiques et a quitté son territoire pour trouver Usato puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver sa mère qui n'a pas ouvert les yeux et les oreilles. Elle explique qu'elle n'a pas demandé à Orga ou Ururu parce qu'ils sont des faibles qui ne tiendraient pas une minute dans un combat et à Rose parce qu'elle ressemble au diable en personne. Bien que Suzune pense que sa demande est un peu difficile à satisfaire, Usato utilise 100% de son cerveau pour proposer qu'il peut voyager dans son territoire pendant son voyage d'affaires pour livrer des lettres officielles. Cependant, avant de partir chercher l'aide de Rose, il demande à une Amako très optimiste de crier à plein poumon si Suzune la viole ou essaie quelque chose de louche. Plus tard, en apprenant l'existence d'Amako, Rose révèle qu'elle devra en informer le roi inutile, car si un oracle a fini dans leur royaume, cela pourrait mener à une guerre avec le peuple renard. Lorsque Usato revient pour informer Amako de cela, il s'avère qu'elle le sait déjà.
Cependant, voyant qu'il ne parle même pas avec des mots, Suzune pique une crise en se sentant comme la maîtresse d'Usato face à une personne insignifiante. Cependant, Hamako prend congé après avoir remercié Usato et avec l'espoir que sa mère puisse être sauvée. Plus tard, il saisit sa chance avec la démon sexy en lui remettant un carnet pour se défouler, la faisant rougir comme une tomate. Le lendemain, alors qu'elle s'entraîne avec le reste des costauds et continue de se faire frapper par Rose, elle découvre qu'Usato a aussi une séance d'entraînement avec la patronne She-Hulk. Et plutôt que de se plaindre comme une mauviette, il encaisse ses coups et sourit quand il parvient à esquiver ses coups de poing. En fait, il ressemble presque à une paire de cinglés. Après qu'Usato les surprise en train de les observer, il lui demande son nom. Et bien qu'elle dise qu'il est super en retard, elle révèle que c'est Felm. Quand Usato ne lui donne rien de plus qu'un hochement de tête et se laisse distraire par Blurren, elle lui donne un coup de pied dans la jambe, frustrée qu'il ne comprenne pas qu'elle meurt d'envie de coucher avec lui. Cette nuit-là, elle surprend Rose en train d'instruire Usato sur la façon dont le roi a inclus le territoire des bêtes dans son itinéraire et invité la fille renard au château. Le lendemain, Hamako rencontre le roi et bien qu'elle soit nerveuse, le vieux bonhomme la remercie pour toute son aide jusqu'à présent et pour avoir pratiquement sauvé son royaume condamné. D'un autre côté, Rose surprend Felm en train de partir et lui donne une tape sur le derrière, déduisant que puisqu'elle se cache dans la forêt au lieu de retourner au territoire des démons, elle ne prévoit pas de les dénoncer, mais veut profiter d'Usato simplement parce qu'elle est jalouse de la nouvelle addition à son harem en constante expansion. Elle la ramène à l'auberge, et plus tard, alors qu'Usato lui dit au revoir, son idiot ne comprend toujours pas et elle lui frappe la jambe en rougissant et frustrée. Après que Felm le laisse stupéfait, Rose apparaît et lui dit de frapper quiconque, durant le voyage, qui pense que la magie de guérison est inférieure aux autres formes de magie. Elle lui dit aussi qu'elle attend de grandes choses de lui, ce qui le touche aux larmes, et il admet qu'il l'admire vraiment en tant que professeur. Le jour suivant, alors qu'Usato part pour son voyage, Rose traîne Felm dans la forêt des monstres pour lui assigner la mission de l'ours grizzly. Merci d'être resté jusqu'à la fin, tu es une légende. Si tu es arrivé jusqu'ici, embrouille les faux fans en commentant « Joue de démon » ci-dessous. De plus, vous apprécierez certainement l'histoire de Noir, un solitaire laid et stupide qui était si faible qu'une légère brise pouvait le battre. Espérant monter de niveau, il explore un donjon caché, tuant des monstres et débloquant des compétences puissantes, devenant soudainement fort avec toutes les filles, voulant maintenant un morceau de sa petite saucisse. Jusqu'à la prochaine fois, restez génial, restez Annie Geek.